Je suis ravie de vous accueillir, ravie surtout de recevoir aujourd'hui Anne-Claude Crémieux et Olivier Véran qui nous font donc le bonheur d'être là en cette 40e édition de la Foire du Livre de Brive. Alors je vais vous les présenter en quelques mots, évidemment vous les avez vus, ce sont des visages connus mais ils ont tous les deux des parcours passionnants. Anne-Claude Crémieux est née à Boulogne-Billancourt, interne des hôpitaux de Paris. Cette infectiologue dirige dans un premier temps un centre de dépistage du VIH-MST et des hépatites à l'hôpital Bichat. Chargée du plan national d'action sur le bon usage des antibiotiques, elle entre ensuite entre 2003 et 2005 comme conseillère au ministère de la Santé. Professeure en maladies infectieuses à l'hôpital de Saint-Louis de Paris, elle est également universitaire et membre de l'Académie nationale de médecine ainsi que chevalier de la Légion d'honneur, auteur de plusieurs ouvrages dont Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS et crise sanitaire, écrit en 2009. Elle signe Les citoyens ont le droit de savoir aux éditions Fayard, où elle revient concrètement sur la gestion de la crise sanitaire du Covid à travers son expérience et ses questionnements. À mes côtés également Olivier Véran qui voit le jour à Saint-Martin-d'Air après des études de médecine. Il se spécialise en neurologie et il s'oriente vers Sciences Po Paris où il décroche un Executive Master en gestion politique de santé. Parallèlement, pendant ses études, il a travaillé comme aide-soignant en EHPAD et s'est investi comme vice-président et porte-parole déjà de l'inter-syndicat national des internes de Paris. À Grenoble, il a travaillé directement dans un hôpital de jour en neurologie, enseigné en fac de médecine, tout en exerçant ses consultations. Il est devenu député de l'Isère, puis conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nommé ministre des Solidarités de la Santé et de la Santé en 2020, celui qui est désormais le ministre délégué chargé de renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, a écrit un livre qui s'appelle Par-delà les vagues aux éditions Robert Laffont, où l'ancien ministre de la Santé nous replonge justement au cœur de son expérience de la pandémie du Covid-19. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Alors Olivier, quand vous étiez enfant, vous le révélez dans ce livre, vous rêviez d'être inventeur, imaginant des robots. Vous avez un petit peu dévié de cette voie-là puisque vous êtes devenu médecin et vous ne le savez peut-être pas, mais tous les deux au départ vous orientiez vers la psychiatrie a priori et puis vous avez choisi la neurologie. Pourquoi ? Bonjour à tous. Bonjour Anna. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 6 mois de neurologie en stage d'interne et ensuite j'ai fait 6 mois de psychiatrie aussi comme interne. Et mon chef de service en psychiatrie, à la fin de mes 6 mois, a écrit dans mon évaluation « fera un très bon neurologue ». Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de respect pour la discipline de la santé mentale, de la psychiatrie, qui est un métier extrêmement difficile, extrêmement éprouvant. Peut-être que je suis trop tonique, peut-être pas assez patient. Et puis parce que je suis passionné de neurologie. La neurologie est une discipline qu'on maîtrise peu, qu'on connaît peu. Le cerveau humain est rempli de mystères qu'on n'a pas encore résolus. C'est pas du tout une médecine mécanique. La neurologie, c'est l'une des seules médecines d'ailleurs qu'on ne peut pas remplacer par des machines, quasi intégralement. On a tout à découvrir. On a beaucoup de maladies qui sont très complexes à annoncer, qui sont parfois très douloureuses, mais pour lesquelles la recherche ne peut que nous permettre d'améliorer demain le quotidien, la vie de milliers de nos concitoyens. Donc c'est une discipline aux frontières de la science-fiction. Voilà. Donc j'avais découvert à travers un auteur qui s'appelle Oliver Sacks, qui avait écrit un livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. J'avais lu ça quand j'étais au lycée et j'avais décidé que je ferais ou la psychiatrie ou la neurologie. Alors Anne-Claude, je ne sais pas si pour vous la médecine était un rêve d'enfant. En tout cas, en 3e année, lors de vos études, vous êtes partie au Pérou, dans la forêt amazonienne. Pourquoi là, ça a été un révélateur concernant l'infectiologie ? Alors vous avez raison, ça a été un moment très important de ma vie parce que après avoir fait 3 ans de médecine, je me disais il faut que je prenne l'air, il faut que je sache ce que je veux faire, il faut que je réfléchisse à la suite de ma vie professionnelle. Et je suis partie en me disant
je vais peut-être être utile avec mon savoir dans un endroit qui était assez isolé, qui était la forêt amazonienne. Et je me suis d'abord arrêtée dans un petit hôpital à la frontière entre la forêt et ce qu'on appelle la Sierra, c'est-à-dire la montagne. Et là, j'ai vu la pathologie infectieuse des pays qu'on appelait avant en voie de développement. C'est-à-dire que c'est majeur. Autant chez nous, à la même époque, on disait que les maladies infectieuses étaient en décroissance. C'était avant le sida, quelques années avant le sida. Autant, quand j'ai été au Pérou, je me suis rendu compte à quel point les maladies infectieuses tuaient les enfants, tuaient les femmes enceintes. Et aussi la révélation que j'ai eue, c'est le miracle des antibiotiques. J'ai compris à quel point les antibiotiques nous permettaient de sauver les vies. Or, au début, je pensais à la psychiatrie. Vous savez qu'il y a des médicaments en psychiatrie, mais tout à coup, j'ai compris que j'avais envie de guérir. Et je me suis orientée vers les maladies infectieuses en me disant, j'ai une fascination, les antibiotiques, c'est un miracle, et là, je vais pouvoir sauver des gens. Alors, ce qui vous réunit aussi aujourd'hui, c'est évidemment vos 2 livres. Olivier, pourquoi vous avez écrit ce que vous appelez ce récit de crise au plus près de ce que vous avez vécu, mais également ressenti? Alors, c'est pas un livre politique. C'est assez inhabituel pour un politique en exercice de ne pas écrire un livre politique. Vous n'y trouvez pas d'idée, de programme. J'étais pas sûr d'écrire un livre. J'étais même à peu près sûr de ne pas l'écrire. L'idée a germé le soir de l'annonce du confinement par le président de la République. J'étais dans mon bureau au ministère de la Santé, une journée qui avait été éternellement longue, chargée d'émotions. J'avais appelé mes enfants et leur maman pour leur dire que je les verrais plus pendant de nombreuses semaines et qu'on sautait dans une inconnue dont on ne maîtrisait pas l'issue. Et j'ai eu le besoin pour la première fois de ma vie d'écrire. Et j'ai écrit de manière un peu frénétique 4 pages sur le déroulé de cette journée. Je les ai laissés de côté. Pour la petite histoire, quand j'ai été perquisitionné par la justice, ils m'ont piqué ces 4 pages, je les ai jamais retrouvées, alors que donc vous les trouverez pas dans le livre. Je les ai réécrites plus tard. Et en fait, en février dernier, quand ça a commencé un peu à se calmer, je me suis dit que j'avais besoin de témoigner. Beaucoup de gens écrivent beaucoup de choses sur la façon dont on a géré la crise. Et je me suis dit que finalement, il serait un peu étonnant qu'une des personnes qui était quand même aux premières loges ne témoigne pas. Il est dédié à mes enfants, ce livre, parce qu'ils ont 9 et 12 ans, qu'ils ont accepté beaucoup de choses, notamment de ne pas voir leur papa pendant près de 2 ans, très peu. Et je voulais leur permettre de se faire une idée de la raison de l'absence. Donc c'est pour ça que je leur ai dédié ce livre. Et puis, je l'ai surtout écrit pour les Français, en réalité, qui ont beaucoup de questions, qui s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'on a pris telle ou telle décision, pourquoi le confinement, pourquoi l'attestation, pourquoi les masques et pas les masques, pourquoi le vaccin, qu'est-ce qui s'est passé avec Raoult, et comment c'était ces débats au Parlement, et finalement... Et donc j'ai voulu faire un récit qui est non exhaustif. Il y a une 30aine de chapitres. Chaque chapitre, c'est un moment qui était marquant pour moi et qui, je pense, a été marquant pour les Français dans l'histoire de cette crise sanitaire. Et je prends le parti de raconter ça comme on raconterait une série, avec du recul et sans apporter moi-même de jugement sur les choses. Je veux que le lecteur se fasse sa propre idée, qu'il soit d'accord ou pas d'accord d'ailleurs avec ce qu'on a pu décider, mais je le fais de manière très transparente. Donc je donne accès aux coulisses. Voilà, c'est un exercice plutôt inhabituel. J'ai pris la décision de le faire et je l'assume. Alors Anne-Claude, vous aussi, Olivier venait de parler de questionnements. Les questionnements sont aussi au cœur de votre livre, puisque vous souhaitez, comme vous l'écrivez, éclairer le public de ce que vous avez vécu au cœur des hôpitaux aussi en tant que médecin, même si vous resterez évidemment médecin à vie dans cette crise du Covid, et notamment pour nous préparer aussi aux prochaines crises. Alors, moi, ma démarche était très différente. Il faut savoir que j'avais vécu de l'intérieur des crises quand j'étais conseillère du ministre de la Santé. J'avais vécu le SRAS, j'avais vécu la canicule, j'avais vécu la grippe aviaire. Et j'avais compris dans un livre que j'avais appelé « Gouverner l'imprévisible » que nous n'étions pas prêts. J'avais aussi compris quelque chose de fondamental. C'est que lors d'une crise, l'information du public est essentielle. Il faut absolument éclairer le public, lui donner les informations en temps réel. Et nous, en tant que scientifiques, on a un devoir très important parce que dans cette crise-là, les informations scientifiques, elles arrivaient, mais quasiment, je veux dire, à une vitesse que vous n'imaginez pas. C'est d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. La rapidité d'échange des informations qu'il y a eu pendant cette crise.
Et donc je savais qu'il fallait transmettre ce savoir scientifique, évidemment de façon claire et intelligible, de façon à ce que les personnes puissent avoir des repères, puissent comprendre ce qui leur arrivait, puissent se protéger et protéger les autres. Et j'ai eu, je dirais presque une chance. C'est que je m'exprimais de l'extérieur, cette fois-ci. Je n'étais plus la conseillère du ministre, j'étais une experte indépendante. Et au fond, eh ben, j'ai beaucoup aimé ce rôle parce que j'ai pu vous dire exactement ce que je pensais. J'espère que j'ai pu vous prévenir, en tout cas lorsque j'ai compris qu'au début de la crise, les gouvernants, comme c'est habituel, ont minimisé la gravité de la situation parce qu'ils cherchent tout le temps à rassurer, parce que c'est une erreur qui est faite crise après crise, gouvernant après gouvernant. Et ça, je l'avais vu en écrivant mon premier livre. Alors oui, j'ai cherché à alerter, j'ai cherché à donner des conseils. Et donc ma démarche est complètement différente et ce livre est en fait l'aboutissement de cette démarche. Dire des choses claires sur une trentaine de questions qui reposent sur des bases scientifiques. Ce n'est pas moi qui prévois, ce n'est pas une opinion. Ce sont des données que je transmets avec ma clarté, mon honnêteté, m'a dit quelqu'un ce matin et ça m'a fait extrêmement plaisir, de façon à vous éclairer et de façon aussi peut-être à donner mon analyse d'expert indépendant de ce qui s'est passé et à alerter sur le fait qu'il faudra en tirer les leçons parce que sinon on vivra exactement la même chose dans quelques années. Alors, on va rebondir évidemment sur tout cela, mais Anne-Claude parlait des débuts et du fait que crise après crise, on a l'impression, elle dit, de minimiser les choses. Vous, ce qui est intéressant, Olivier Véran, c'est que vous y allez chronologiquement. On vit les événements tels que vous avez pu les vivre jour après jour, semaine après semaine. Les épidémies, elles ne sont pas nouvelles, elles font partie de l'histoire de l'humanité, elles sont faites d'énigmes comme vous l'écrivez. Là, évidemment, ça a été quelque chose de particulier et néanmoins, il y a eu des lanceurs d'alerte. On pense tout de suite au médecin chinois Li Wenliang qui est mort du Covid à Wuhan, ou comme on est dans une foire du livre, il y a aussi des écrivains qui ont essayé de nous alerter. Je pense à Fang Fang à Wuhan également, ou à Cristina Comencini, cette auteure italienne qui nous disait dans Libération, attention, la vague monte, elle va arriver en France. Et ce qui est intéressant, Olivier Véran, c'est que dès le départ, vous nous montrez très honnêtement qu'il y a une part de déni, qu'il y a une part qui ne veut pas croire que ce scénario catastrophe va arriver chez nous. Pourquoi ? D'abord, les informations dont on dispose sont très fragmentaires puisqu'elles viennent de nos amis chinois. On ne sait pas depuis combien de temps ils ont identifié le virus. On a un partage parcellaire des informations existantes sur la nature de ce coronavirus. Des coronavirus, il y en avait eu bien avant le Covid, hein, c'est pas du tout le premier. Il y avait eu d'ailleurs des épidémies qui avaient été foudroyantes en Asie, en Russie, il y a des décennies, des siècles de cela. Mais celui-là, on ne le connaissait pas bien. On avait donc des informations assez parcellaires, la volonté sans doute des autorités chinoises de ne pas inquiéter. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, il y avait d'un côté, ils annonçaient 2000 morts en Chine, de l'autre côté, d'autres parlaient de 90 000 abonnements téléphoniques qui avaient été supprimés dans le mois. Enfin, bref, on est assez méfiant en général quand les informations nous proviennent uniquement de la Chine. Moi, je suis nommé le 16 février 2020 et une semaine plus tard, l'Italie confine la Lombardie. Et j'appelle ça la bascule. D'ailleurs, le livre s'ouvre à Rome. J'arrive jeune ministre, sans expérience, à Rome pour aller rencontrer mon homologue italien qui a des cernes parce qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures. Il vient juste de décider de fermer les écoles, de confiner tout le nord de l'Italie. En France, certains disent oui, mais l'Italie, c'est pas la France. Mais attendez, la Lombardie, l'Italie du Nord, les hôpitaux sont ultra modernes, ils n'ont rien à envier à nos hôpitaux. Et mon collègue italien me dit, écoute, je me suis réveillé un matin, sur mon téléphone, j'avais des dizaines de SMS de tous mes copains médecins qui me disaient, on a énormément de malades qui arrivent dans les urgences, énormément de malades qui arrivent dans les services de réanimation, il se passait un truc, on a dû tout fermer. Et je suis au Palais Farnèse, qui est le siège de l'ambassade française à Rome, pour improviser avec mes homologues espagnols, allemands, suisses, autrichiens, une première réunion de crise. Eux n'ont pas de cas chez eux, nous on n'en a plus. La situation paraît totalement sous contrôle, c'est ça le paradoxe, et l'Italie est en train de flamber. Et donc on dit, bon ben qu'est-ce qu'on fait ? On alerte, on essaie de coopérer, on met en place des procédures partagées. Moi c'est là que je bascule.
C'est vrai que dans ma tête, vraiment, je me dis, on va pas y couper, il va y avoir une vague épidémique intense, et il faut qu'on identifie tout de suite des voies et moyens pour pouvoir y faire face. Et l'Italie nous précède de quelques jours, ce qui nous permet de regarder ce qu'ils ont fait et l'impact que ça a sur la circulation du virus. Une semaine après, je suis à Bruxelles avec tous les ministres européens de la santé. Les 3/4 d'entre eux n'avaient même pas prévu de parler du Covid. Ils avaient prévu qu'on continue de parler des sujets européens qui nous réunissaient. Et moi, je me souviens qu'à mon intervention, je refuse de parler d'autre chose que du Covid. On est quelques-uns comme ça à le faire. Je suis le seul. Je refuse de serrer les mains à l'époque de mes homologues ministres européens de la Santé qui me regardaient en me disant mais qu'est-ce qui lui arrive? Et on sentait qu'effectivement quelque chose allait arriver en France. Et l'ironie, c'est qu'en réalité, au moment où, le jour où je suis nommé ministre, et je le raconte aussi dans le livre, où factuellement on n'a plus de cas de Covid identifiés dans notre pays, c'est le jour où il y a ce rassemblement évangéliste à Mulhouse, avec des centaines de personnes rassemblées, réunies pour la prière, pendant plusieurs jours, qui se tiennent la main, qui peuvent boire parfois dans la même coupe, et l'un d'entre eux est malade, il va en contaminer des centaines, beaucoup d'entre eux sont des soignants, et qui vont ensuite se dispatcher dans les 4 coins du territoire, et ça va provoquer, bien involontairement bien sûr, des vagues épidémiques qui vont éclater vers la fin du mois de février. Alors, ce qu'on sent aussi, c'est qu'il y a un déni plus profond, j'ai envie de dire, au cœur de la société française. C'est une société qui généralement repousse la maladie, repousse la mort, la vieillesse, a peur de cela. Mais aussi, comme vous le signalez, Anne-Claude, vous nous rappelez la vulnérabilité de notre monde moderne qui est dans ce déni-là, puisque paradoxalement, nous sommes dans une société qui n'arrête pas de progresser d'un point de vue médical, d'un point de vue technologique, d'un point de vue du progrès. Pourquoi c'est paradoxal que cette maladie-là vient nous rappeler que finalement, on est beaucoup plus vulnérable que ce qu'on imagine? Ah, vous n'avez plus Je vais de vous micro. répondre, mais peut-être qu'on pourra aussi répondre sur le déni. Parce que On c'est vous intéressant. entend pas. C'est intéressant. Alors, la vulnérabilité, oui, c'est un paradoxe. On est dans une société moderne et on n'a jamais été aussi vulnérable aux épidémies et aux pandémies. Et en fait, la première prise de conscience, c'est le SRAS en 2003. On s'aperçoit qu'un virus à Hong Kong est capable de traverser la planète en l'espace de 3 jours, à partir d'un seul patient, et mettre au Canada le système de santé à feu et à sang, simplement parce qu'arrive un patient dont on ne sait pas qu'il a le SRAS et que ça va diffuser dans les hôpitaux de Toronto. Même chose en Chine, même chose à Hong Kong bien sûr, même chose à Singapour et au Vietnam. Ça, c'est la première prise de conscience et c'est pour ça qu'après le SRAS, l'OMS fait un rapport qui est sur la vulnérabilité des sociétés modernes, mais elle ne retient finalement comme danger potentiel pour le monde qu'une menace infectieuse, la pandémie grippale. Pourquoi? Parce que le SRAS avait été rapidement contrôlé. Et au fond, tous les pays mettent en place un plan qui s'appelle un plan pandémie grippale. Et lors de cet épisode, vous le dites d'ailleurs, on cherche les plans dans, dans le ministère, on se trompe de plan. En fait, c'est un réflexe, c'est aussi une erreur. La première erreur que font absolument tous les gouvernants et parfois les experts au cours de toutes les crises, c'est de chercher à rassurer et par conséquent le déni, la minimisation, la cécité. On ne voit pas les signes d'alerte grave. Et la deuxième erreur, c'est finalement d'oublier qu'on a affaire à un nouveau phénomène et d'essayer d'y répondre par un plan tout fait pour se rassurer. Et c'est exactement comme ça qu'on s'est trompé en France, en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'au lieu d'arrêter le virus, ce qu'il fallait faire comme ont fait les Chinois, en fait, on a fait ce qu'on appelle une stratégie d'atténuation que vous avez très bien expliqué sur BFM, aplatir la courbe des hospitalisations, qui s'est avérée une catastrophe parce que le SRAS était le SARS-CoV-2 était beaucoup plus grave que la grippe. Et là, j'irai un petit peu en faux sur ce que vous avez dit. Je suis désolée, monsieur le ministre, on discute un peu, permettez-le-moi. C'est que mi-février, moi je lisais tout, donc mi-février, il y a un article dans le New England Journal of Medicine, qui est notre plus grand journal,
où les scientifiques et les cliniciens de Chine nous disent on a 20% de nos patients qui ont besoin d'oxygène. Et parmi ces 20% de patients qui ont besoin d'oxygène, 5% sont dans un état tellement critique qu'ils vont en décéder. On savait tout. Et c'est ça que j'appelle la cécité de la crise. C'était écrit, il suffisait de lire les journaux scientifiques. Je vous parlais de cette circulation extraordinaire d'informations. Mais nous avions la cécité de la crise. On ne voyait pas les signaux inquiétants. Et même en Italie, vous y êtes allé le 24 février, parce que j'ai lu votre livre, et vous y êtes allé le 24 février, on vous a alerté, mais nous, on a confiné, je suis désolée, le 17 mars. Alors, vous voulez peut-être rebondir là-dessus? Je vais répondre. On aurait pu avoir d'autres pandémies il y a quelques années. Je pense au MERS notamment, qui était un virus foudroyant. Je me souviens, j'étais médecin à l'hôpital, en commission médicale d'établissement. On préparait un plan pour savoir comment on allait tenir en réanimation avec la vague qui allait arriver. Si je tiens le raisonnement que je respecte, mais qui est le vôtre, quand le MERS est arrivé en France, on aurait dû confiner. Les statistiques étaient effroyables, un taux de mortalité de 40% pour ceux qui l'ont contracté. 40%, une mortalité sans doute 20 à 30 fois plus importante qu'avec le Covid-19. Le MERS a circulé, il a fait 70 malades hospitalisés, et d'ailleurs sans qu'on identifie vraiment les raisons, ça n'a pas provoqué de vague épidémique. Il y a des pays dans lesquels ça fait plus de dégâts. C'est très compliqué. Quand vous êtes face à un ennemi invisible avec une part d'inconnu, c'est toujours très simple, 2 ans plus tard, c'est pas ce que vous faites, mais c'est toujours plus simple 2 ans plus tard d'expliquer qu'on aurait dû agir de cette manière-là. Et effectivement, on pourrait se dire, si on avait confiné toute la planète pendant 3 jours en attendant que tous les malades ne soient plus contagieux, on n'aurait pas entendu parler de la pandémie. Enfin, c'est une décision de politique publique à l'échelle planétaire que vous ne pouvez déjà pas prendre et qui plus est, pas sur la base des informations dont vous disposez à ce moment-là. La Chine a eu une stratégie effectivement de blocage et pas de stratégie d'atténuation. À l'heure à laquelle je vous parle aujourd'hui, je crois, je ne peux pas dire de bêtises, il y a 25 millions de Chinois qui sont encore aujourd'hui confinés chez eux. On en est à une dizaine de confinements à Shanghai. Vous savez, moi, il m'est arrivé plus qu'à mon tour de me faire interpeller à chaque période de la gestion de crise en m'expliquant qu'il faudrait faire ça plutôt qu'autre chose. Le zéro Covid, vous en avez entendu parler. Pourquoi vous ne faites pas la stratégie zéro Covid? La stratégie zéro Covid, il y avait 2 pays qui le gardaient, c'était Singapour et la Chine. Singapour a lâché prise parce qu'ils n'en pouvaient plus de se confiner. Ils se sont pris une vague épidémique monstrueuse, ils ont chargé les hôpitaux. La Chine qui vit encore dans la stratégie zéro Covid pour des raisons qui lui appartiennent, lorsqu'elle va relâcher, elle n'a pas de vaccination populationnelle, elle n'a pas d'immunité acquise naturellement par la population et le virus ne va pas disparaître. Donc ça veut dire que là, c'est reculer pour mieux sauter et j'ai assez peur de ce qui peut se passer à partir du moment où ils décideront de laisser circuler le virus. Donc les stratégies d'atténuation, vous avez raison de souligner que c'est valable dans la grippe et pas dans le Covid-19. D'ailleurs, c'est pareil pour la stratégie du masque, puisque les plans de pandémie grippale stipulent qu'on ne met pas de masque en population générale. Pourquoi? Parce qu'il y avait des études qui montraient que ça n'était pas efficace. Mais en réalité, le coronavirus, le Covid-19, contrairement à d'autres coronavirus, lui se transmettait très facilement par gouttelettes. Et donc, on s'est rendu compte avec un peu de connaissances scientifiques que le masque était un mécanisme d'atténuation qui était important. Bref, je vous dis ça parce qu'on va tous refaire à l'infini tous les films de ce qu'il aurait fallu faire. Mon rôle n'est pas de vous dire que tout a été parfait. D'ailleurs, dans ce bouquin, je ne m'épargne pas et je ne nous épargne pas sur un certain nombre de choses. Mais même avec du recul, si on avait dû dire à tous les Européens, restez chez vous, il n'y a aucun cas chez vous, mais c'est en train de flamber en Italie, restez chez vous, je pense que ça n'aurait pas marché. Ne vous trompez pas, le livre, et c'est ça que je voulais vous dire à vous, le livre ne cherche pas du tout à dire qu'il y a des responsabilités individuelles, et je m'oppose d'ailleurs à cette démarche qui cherche des responsabilités individuelles. Le livre essaye de comprendre pourquoi le scénario de la crise est écrit à l'avance et les acteurs suivent ce scénario sans se rendre compte qu'ils vont effectivement à chaque fois commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est une partie du livre. Et c'est ça que j'essaye de démonter au début, parce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, notamment il y a un chapitre sur le zéro Covid où je dis que c'est utile au début, mais qu'après, évidemment, il faut passer à la vaccination dont personne n'imaginait qu'on l'aurait en 1 an. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on ne tire pas ces leçons de portée générale, qui en fait sont de la responsabilité des systèmes et pas des hommes, et là je vous rejoins complètement, eh bien on ne progressera pas. C'est ça mon message. C'est pas du tout
de dire les individus sont responsables? Alors, c'est également ancré dans d'autres failles que vont nous révéler le Covid et dont parlent évidemment vos deux livres, puisqu'Olivier, comme vous le disiez, c'est pas du tout un livre d'auto-congratulation, au contraire, vous y allez pas de main morte pour dire que, évidemment, la crise des masques, la crise des manquements, il y a eu des failles qui révèlent les failles du système hospitalier, avec les saturations de l'hôpital, du personnel soignant, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la bronchiolite à nouveau. Pourquoi est-ce que tous les deux, vous avez aussi, à travers ces livres, envie de parler de ces failles qui font que la moindre crise sanitaire risque de faire en sorte que ça se reproduise? D'abord, le propre d'une crise, c'est de ne pas avoir pu être empêché. Il y a beaucoup de crises qu'on empêche, qu'on prévient, mais celle-là, on n'en parle pas. Quand une crise éclate, c'est que par définition, le système n'a pas permis de l'enrayer. Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous rentrer dans la période de gestion d'une crise qui a déjà éclaté. L'ampleur de cette crise, elle va effectivement avoir des implications dans l'ampleur des mesures que vous allez prendre. Et vous vous souvenez que lorsqu'on commençait à avoir beaucoup de malades à l'hôpital, et donc on prévoyait beaucoup de malades en réanimation, eh bien on était plus dur dans les mesures. Et en plus, il y a un décalage temporel qui fait qu'en général, le gros de la crise sanitaire arrivait 2 semaines après le moment où on avait pris les décisions, et donc il y avait parfois un décalage de compréhension. Non mais, en gros, notre système a des failles, mais il a des qualités. À chaque vague naissante, on m'a dit l'hôpital va exploser, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'en France, vous avez eu des malades dans les voitures, des parkings des hôpitaux avec des bouteilles d'oxygène? Non, pourtant on l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne. On a pu compter sur la solidarité européenne, on a pu évacuer des patients à l'étranger. On a transformé en 48 heures un TGV qui transporte normalement les gamins handicapés à Lourdes en TGV médicalisé pour intuber, pour transporter des malades dans le coma et les emmener du nord-est de la France vers les hôpitaux qui avaient des places disponibles. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi, ça, c'est le génie français, c'est les 2 millions d'opérateurs que sont les soignants sur tout le territoire qui ont rivalisé d'ingéniosité et d'innovation pour faire face à l'impensable. Mais oui, évidemment, il y a des failles, puisqu'on a un hôpital qui est fragilisé. Il était fragilisé avant la crise Covid, il l'est au moins tout autant après la crise Covid. Des décisions de politique publique mauvaises avaient été prises depuis des décennies. La principale pour moi, c'est d'avoir empêché la France de former des médecins en France, avec le numerus clausus. On l'avait supprimé avant la crise Covid, en 2018, mais il faut 10 ans pour former un infectiologue, et donc 2018, vous voyez que l'impact, c'est pas pour tout de suite. Bref, on a des fragilités qu'on connaît. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de faire le retour d'expérience de cette crise, garder les compétences acquises par des gens extraordinaires qui ont complètement changé de métier et de compétences pendant la crise. Vous avez des gens qui faisaient de la gestion de l'eau dans les agences régionales de santé, qui se sont mis à faire des tableurs Excel de répartition des vaccins, etc. Moi, mon ministère s'est transformé en une espèce d'open space où venaient se côtoyer des gens du public, du privé, des bénévoles, des retraités qui venaient jour et nuit. On avait transformé, on avait des tableaux blancs partout pour que tout le monde puisse bosser. On a transformé les bibliothèques. Les gens arrivaient en disant « on vient faire la guerre avec vous ». Ça, il faut le garder, il faut le conserver. Et il faut qu'on garde aussi la mémoire collective de ce que c'est qu'une crise sanitaire pour que l'acceptabilité d'un certain nombre de mesures puisse peut-être être meilleure demain. Et aussi, il faut qu'on pense nos plaies. Et je terminerai par là. Il faut aussi qu'on ait une réflexion collective sur pourquoi est-ce qu'on est fragile collectivement. Pourquoi est-ce qu'on a été enclin à céder aux sirènes de la magie de la chloroquine, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu arriver à trouver le chemin de l'apaisement sur la question de la vaccination vis-à-vis de celles et ceux qui étaient inquiets. Comment est-ce qu'on progresse? Comment est-ce qu'on repense le système de gestion médiatique d'une crise comme celle-ci, de gestion politique d'une crise comme celle-ci? Et je rejoins parfaitement Anne-Claude lorsqu'elle dit que les citoyens ont le droit de savoir comment on repense la démocratie sanitaire, comment on associe davantage les citoyens aux différentes étapes de gestion d'une crise. Ça va très vite quand vous êtes dedans, ça va trop vite. Donc tout ça, il faut le penser avant ou après une crise. Anne-Claude, j'adhère vous complètement écrivez... avec le ministre. Il y a eu des réussites fantastiques, dont la vaccination. Et quand vous dites on n'a pas réussi à persuader, vous êtes arrivé à vacciner 80 et 90% avec les premières doses, grâce à, je dirais, une intuition politique majeure et qui a été une vraie réussite que les scientifiques après ont validé, qui est le pass sanitaire. Donc en fait, il y a eu ces organisations que moi j'ai appelées, tout ça je le traite dans le livre, hein. Il y a eu ces organisations que j'appelle ad hoc, vous avez associé le privé, le public, dont je dirais le phare a été l'opération Warp Speed aux États-Unis, hein, qui a permis d'accélérer de façon extraordinaire le vaccin ARN.
Oui, il faut capitaliser là-dessus. Il faut capitaliser sur les réserves, les armées de réserve qui ont été aidées les réanimations. Vous avez complètement raison, parce que ça, c'est vraiment, je veux dire, ça a été des réussites extraordinaires. Il faut capitaliser sur le suivi génomique du virus, qui nous a permis pour la première fois de comprendre ce que c'est qu'un virus pandémique. Et de comprendre qu'un virus pandémique était capable de muter aussi rapidement. C'est une découverte. Jusqu'à il y a 7 ans, les virologues pensaient que jamais un virus pandémique pouvait muter de façon aussi importante en si peu de temps. Il y a des choses extraordinaires qui ont été, je ne parle même pas du vaccin, mais il y a eu des failles, on en a parlé. Vous parlez évidemment beaucoup mieux que moi de l'hôpital et je n'irai pas sur votre chemin. Je dirais aussi qu'il y a eu la faillite de la santé publique, que moi je dénonce depuis 2009, mais et je pense que vous l'avez vécu dans votre chair. Quand vous avez cherché une armée pour tester, tracer, isoler, vous vous êtes aperçu que vous étiez un général sans armée. Et il a fallu la monter, cette armée, c'est-à-dire prendre des fantassins, des non-professionnels, comme en Angleterre, ils l'ont fait. Oui, il y a des failles. Nous n'avons plus d'armée de santé publique de terrain, j'en parle aussi. Tout ça, il faudra que vous le disiez, parce que si vous ne le dites pas, ceux d'après connaîtront les mêmes catastrophes que moi, je les ai connues en 2003, où il a fallu simplement 7 patients atteints de SRAS pour déborder le système de santé publique. C'est ça mon message. S'il vous plaît, utilisez cette expérience, y compris les catastrophes que vous avez vues, parce que tout à coup vous étiez démunis, pour qu'on change les choses. Alors on voit que effectivement dans vos 2 livres, vous montrez également que tout cela a eu un prix humain, puisque le personnel soignant l'a payé pour certains de leur vie, pour d'autres il y a eu énormément de burn-out. Dans la population, on le voit aussi, évidemment le confinement, vous en parlez Olivier Véran, a eu encore aujourd'hui des impacts multiples sur la santé mentale des citoyens, des enfants également. Comment c'était difficile pour vous en tant que médecin aussi de voir les impacts positifs et négatifs que pouvait avoir ce genre de mesures? C'était une décision qui était terrifiante à prendre. Terrible, parce qu'au moment où on choisit de fermer les écoles, les commerces, au moment où on dit aux gens de ne pas sortir chez eux, moi j'ai des multitudes d'images qui montent dans la tête. J'imagine la famille nombreuse dans un appartement d'un quartier populaire qui ne pourra plus sortir. J'imagine les gens qui ne peuvent plus aller travailler. J'imagine les violences intrafamiliales. J'imagine les gamins étudiants qui débarquent à peine dans une nouvelle ville pour découvrir ce que c'est que la vie d'indépendants et qui se retrouvent bloqués chez eux et qui ne peuvent pas se faire de copains. Tous ces commerçants, ces indépendants qui ont peur de perdre leur activité, de perdre leur outil de travail. Enfin, n'imaginez pas une seconde qu'il y a eu ne serait-ce qu'un embryon de décision qui ait été prise d'un point de vue totalement sanitaire sans envisager dans le même mouvement comment accompagner les conséquences pour tous ceux qui seraient impactés par ça. C'est terrible une décision de confinement. C'est moyenâgeux une décision de confinement. On n'a pas évolué depuis... Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci au moment où nous la prenons. Nous n'avons pas encore le vaccin. On ne peut pas changer la virulence du virus. La seule chose qu'on peut faire, le seul paramètre qu'on peut faire, c'est combien de personnes vous êtes amenés à croiser dans la journée. Donc combien de personnes vous risquez de contaminer dans la journée. Et plus on le réduit, eh bien plus on réduit la contamination et plus on évite d'avoir une vague épidémique trop forte. On n'a rien inventé de nouveau, au fond. Et c'est d'ailleurs une réflexion pour plus tard. Il faudrait qu'on puisse penser des dispositifs. Mais il n'y a aucun pays dans le monde qui ne soit pas passé par l'étape à un moment donné. Même la Suède, qui a retardé le plus tard possible, a fini par être obligée de constater que sans confinement, il ne s'en sortait pas. Donc, évidemment que les conséquences de ça, moi vous savez, humainement, je le dis dans mon livre, moi c'est l'histoire d'un médecin de province, un petit médecin grenoblois, père de 2 enfants, qui se retrouve ministre d'une crise sanitaire sous le feu des projecteurs et à prendre des décisions comme rarement il y aurait eu d'une telle importance. Donc évidemment, je dis, il faut se laisser toucher, ne pas se laisser couler. Se laisser toucher, c'est-à-dire ressentir, être capable d'être en empathie avec les gens. Moi j'étais dans des états de tristesse quand je fais une réunion en télétravail avec un monsieur qui n'allume pas sa caméra de chez lui. Je lui dis, mais vous voulez pas allumer votre caméra? Il m'a dit, j'ai honte que vous voyez là où j'habite. C'est des petites choses comme ça, des petits flashs comme ça qui j'étais aussi ministre des solidarités, pas que de la santé. J'ai une pensée sociale. Et donc, ce sont à chaque fois des paramètres, des éléments
qui font que vous restez parfaitement humain et certainement pas un monstre désincarné qui serait là pour prendre des décisions techno en vue de sauver des vies. Ça ne marche pas comme ça. Et pas se laisser couler, ça veut dire qu'il y a eu le flot de critiques, il y a eu le flot de remise en question permanente. Il faut pouvoir souffrir, il faut pouvoir avoir mal parce qu'il faut rester humain, mais en définitive, il faut être capable de décider et d'assumer. C'est aussi ce que vous faites et que vous l'expliquez dans votre livre, parce que ce qu'on oublie peut-être de le dire, même nous, comme nous le vivions au quotidien, on est dans une urgence, une information chasse l'autre. Aujourd'hui, comme vous le dites, on n'a que 2 ans de recul. Un jour, on en aura peut-être 30, on verra encore les choses différemment. Anne-Claude, justement, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de cette crise, que ce soit d'un point de vue médical, puisqu'on l'a vu avec les vaccins notamment, il y a eu cette histoire, cette performance scientifique incroyable. Quelles leçons on peut tirer tant d'un point de vue médical que d'un point de vue sociétal, j'ai envie de dire, dans la façon de communiquer, parce que vous parlez de cela aussi, la façon de dire la vérité aux citoyens, et aussi d'un point de vue personnel, parce que vous aussi, comme Olivier Véran, évidemment, vous l'avez avant tout vécu comme femme, comme être humain. Oui, je crois que, enfin, on l'a vu, hein, l'information du public en temps réel a joué un rôle extrêmement important et extrêmement important. Et bon, je dirais une des leçons qui est d'ailleurs une vieille leçon, hein, c'est qu'effectivement, il faut dire aux gouvernants face à une crise qui les désarçonne, et c'est normal parce que vous l'avez dit, par définition, une crise, c'est imprévisible. Ils sont désarçonnés. Et donc le premier réflexe, c'est de se rassurer et de rassurer, vous le dites d'ailleurs, vous dites on essaye de se rassurer. Et donc la première chose qui est écrite depuis 2003, c'est justement ne pas chercher à rassurer et au contraire envisager ce que les anglo-saxons appellent le scénario raisonnablement défavorable et s'y préparer. Et on a vu le gouvernement évoluer. La première vague les a surpris dans un état d'impréparation face à ce phénomène total. Ils ont rassuré. Et après, on vous a vu évoluer. On a compris qu'en fait, vous acceptez le côté imprévisible, que les scientifiques ne pourraient pas vous donner les solutions que vous leur demandiez, que eux-mêmes ne savaient pas prévoir le nouveau variant. Et au fond, vous avez intégré ça. Et ce que vous avez demandé aux scientifiques, c'est non pas de prévoir, mais c'est de vous dire quels sont les scénarios. Et vous l'avez dit aux Français, on va se préparer au scénario défavorable. On vous a vu évoluer. Mais ce qui serait bien, je vais vous dire, c'est que quand vous arrivez au pouvoir, vous sachiez déjà tout ça. Parce que ça nous éviterait des erreurs. Et la deuxième chose que je voulais dire, et donc c'est une leçon de la crise, je pense. Maintenant, ils sont parfaits, je veux dire, ils sont parfaits, ils ont appris. La deuxième chose, et vous l'avez dit, je trouve ça très intéressant, c'est que l'équilibre entre l'impact sanitaire et l'impact économique et sociétal s'est modifié. C'est aussi un chapitre du livre, s'est modifié avec la longueur de la crise. Au départ, de toute façon, vous étiez totalement aveugle, c'est ce qu'on appelle le brouillard de la crise. Il a fallu confiner en urgence. Et puis, vous avez eu des tableaux de bord, vous y avez mieux vu. Vous avez pu contrôler les choses. Il y a eu le masque, évidemment, le vaccin. Et au fond, vous avez pu prendre des risques sanitaires pour diminuer l'impact sociétal, l'impact économique de la crise. On vous a vu évoluer là-dessus, et c'est aussi une très belle leçon de la crise. Au fond, cette crise, on pourrait dire, c'est la mère de toutes les crises. Elle nous a appris énormément de choses, et le livre que j'ai fait, évidemment, qui est évidemment un livre qui s'inspire de tout ce que j'ai vécu en temps réel, mais est aussi ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans tous ces domaines pour la suite ? On le voit effectivement, on tire le leçon. Anne-Claude disait, on apprend énormément de choses. On sent, vous Olivier, que vous apprenez au fur et à mesure, parce que comme vous dites, d'abord, aucune école ne vous a jamais préparé à jouer ce rôle-là, à être sous les feux des projecteurs, à avoir une telle attente, notre attente, cette pression de dire qu'est-ce qui va encore nous annoncer aujourd'hui, qu'est-ce qui va encore se passer. Et vous avez cette phrase dans le livre où vous dites justement que la vérité, c'est qu'avec
avec ce coronavirus, nous avons cru savoir, nous avons prétendu savoir, or nous ne savons pas puisque c'est évidemment pas terminé. Est-ce que c'est l'une des choses que vous avez apprises, que ce soit en tant que médecin ou aussi en tant qu'homme qui a traversé cette crise? La politique publique, c'est pas la gestion de l'incertitude. C'est la prise de décision. Gouverner, c'est choisir. C'est ce qu'on dit. Hein. D'ailleurs, on a pareil en médecine. Moi, je suis neurologue vasculaire. Est-ce qu'on débouche une artère ou pas? Est-ce qu'on pousse le patient dans une salle de thrombectomie ou pas? On prend la décision. Elle est bonne, elle est mauvaise, on l'assume. Là, c'est l'inverse. Vous avez un certain nombre de choix à prendre qui ont tous des conséquences potentiellement importantes. Vous faites effectivement ce qu'on appelle le best worst scénario à l'anglo-saxonne. Vous dites en fait quelle est la décision qui a le plus d'impact positif et le moins d'impact négatif. Mais vous êtes de fait dans une incertitude. Lorsque je fais cette courbe sur BFM, pour expliquer ce que c'est, je me rends compte avec le retour des Français qu'en fait il y avait une énorme attente en matière de compréhension de ce que c'était que la crise, ce que c'était qu'une épidémie, etc. Donc à partir de là, je décide de faire de la transparence ma marque de fabrique avec une information claire, loyale et appropriée, ce qui va se transformer en conférence de presse avec des diapositives. C'est la première fois qu'on fait ça en politique publique, pour dire voilà, ça on le sait, ça on le sait pas. Et vous avez le droit de critiquer, effectivement, mais voilà pourquoi on prend cette décision. Et voilà comment est-ce qu'on va l'évaluer. Et puis progressivement, comme l'a très bien dit Anne-Claude, on a suffisamment de retours, d'expérience pour savoir là où on va de plus en plus et d'être de plus en plus affirmé dans les conséquences positives et négatives des décisions qu'on va prendre. Mais c'est pas simple. Et c'est pas une question d'avoir de l'expertise ou non. Je pense que quelqu'un aurait été, pendant la crise de la canicule en 2003, honnêtement, à la santé, et qui se retrouve dans la gestion de la crise Covid, je ne suis pas sûr que les décisions eût été différentes. Et quand je regarde d'ailleurs l'ensemble des voisins qui nous ont entourés, les Allemands, les Suisses, qui au début nous critiquaient en disant c'est la France, c'est l'absurdistan, puis quand ils se sont pris la vague, ils ont fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Et à la fin, il y a même la plupart des pays européens qui regardaient ce que faisait la France et qui commençaient à se calquer. Et puis nous, on regardait aussi ce que faisaient les autres, puis on se coordonnait, etc. Donc on a appris. Mais c'est dur de dire aux gens, on ne sait pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et pourtant, on va vous demander de faire un effort extraordinaire. Mais on n'est pas sûr. Aujourd'hui, si je devais faire un parallèle, c'est la crise climatique. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Enfin, si, on sait plutôt que la planète va se réchauffer, qu'on va bientôt atteindre les 2 degrés de plus, qu'on aura des étés caniculaires, qu'on va avoir des déforestations, qu'on va avoir des incendies, qu'il y aura des morts, qu'on va perdre de l'agriculture. Ça veut dire qu'on vous dit que si on ne prend pas des décisions qui sont radicales, si on ne fait pas des transformations systémiques, ça va assez mal se passer. Mais or, vous avez vu un extrait de la menace climatique cet été, avec cet été très particulier. Mais ensuite, on retourne tous aux affaires courantes. Vous retrouvez votre vie du quotidien et vous ne dites pas chaque jour, oh là là, le réchauffement climatique. Il y en a qui le pensent, mais or, il faut qu'on soit en permanence l'esprit alerte, parce que les décisions qu'on est obligé de prendre et qu'on devra prendre à l'avenir, sont des décisions où il y a une marge d'incertitude sur l'impact que ça aura, qui seront contraignantes et qui vont devenir, voire qui sont devenues totalement urgentes. Alors, on le voit, il y a énormément de choses qui traversent vos 2 livres, donc on pourrait en parler encore pendant des heures. Il y a à la fois la part négative, mais aussi le message d'optimisme, comme vous l'écrivez Anne-Claude, sur la science et les hommes. Et d'ailleurs, Olivier Véran, vous avez commencé cette rencontre en parlant de vos enfants à qui vous dédiez ce livre. Et c'est peut-être cela aussi que vous avez envie de leur transmettre, cet optimisme, cette résilience, malgré tout ce que nous avons vécu et malgré cette incertitude de la vie. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et si vous le souhaitez, après cette rencontre, évidemment, vous pourrez les rencontrer sur leur stand respectif pour faire dédicacer leurs livres. Merci encore et merci à vous.